Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre nouveau actionnaire majoritaire John Textor. Alors hier j'ai fait une vidéo juste après la conférence de presse et donc là je vous propose d'apporter mes questionnements à froid cette fois sur le nouveau propriétaire de l'OL. Car en fait, John Textor, quand il a présenté un petit peu ses motivations pour s'investir dans le football, il a apporté des raisons plutôt sociales. Bon, alors c'est vrai qu'on a des préjugés sur les businessmen américains, qui à mon avis sont souvent fondés. Et donc lui, il dit en gros qu'il veut s'investir pour aider la jeunesse, pour leur permettre d'évoluer, pour connecter les gens entre eux, rendre les supporters heureux. Si on se souvient bien, c'est ce qu'avait dit l'ami Peter Bosz l'année dernière. Et on a vu ce que ça a donné. Entre les promesses et la réalité derrière, parfois il y a un monde. La personnalité de John Textor, on la connaît peu, on ne peut en dire que ce qu'on a vu hier. Et bon, il faut dire qu'il a fait plutôt bonne impression, donc il est apparu finalement assez sympathique, pas toujours très conscient du contexte du football européen, du football français, de l'Olympique Lyonnais. On a senti aussi qu'il avançait sur des œufs, qu'il voulait pas trop s'avancer pour éviter de dire des bêtises et de comprendre le contexte de l'OL. Alors justement, parlons un petit peu des objectifs de John Textor avec l'OL. Alors en gros, il dit retrouver la Ligue des Champions, peut-être éventuellement un jour la gagner, essayer de titiller le PSG, ça fait... Je me rappelle que c'est ce que disait Juninho quand il est arrivé, mais bon, depuis, on est loin de le titiller. Pour titiller quelqu'un, il faut être tout près de lui, et là, on en est très très loin, notamment la saison passée. Ce qu'il veut faire, c'est donc améliorer le rendement de l'équipe, essayer aussi de mutualiser éventuellement entre ces différents clubs les process pour améliorer ce qui peut être amélioré. Il veut aussi promouvoir vraiment un maximum les talents de l'académie et aussi, de ce que j'ai noté dans ses propos, faire venir tous les jeunes talents de France et voire d'Europe vers l'Académie lyonnaise pour pouvoir ensuite les valoriser. Alors les valoriser pour eux-mêmes, pas pour du fric. Ça, on verra bien. Pour qu'ensuite ils aient une belle carrière de footballeur ou une belle carrière professionnelle, sinon pas le niveau pour être footballeur pro. Ces objectifs à moyen terme, finalement, ils sont pas très clairs. Parce que si on sait que dans l'immédiat il va pas vraiment s'impliquer dans l'OL si ce n'est apporter des fonds, une fois que Jean-Michel Aulas donc va se retirer, comment les choses vont se dérouler, ça m'intéresse vraiment. Je crains que s'il garde les trois autres investissements, alors sauf Crystal Palace où là je pense que c'est vraiment un très bon investissement financier, mais Botafogo, Molenbeek, ça n'a pas de sens si vous êtes totalement impliqué dans l'Olympique Lyonnais, et je ne vois pas comment il pourrait être totalement impliqué dans l'Olympique Lyonnais en habitant aux États-Unis. Donc ça me paraît difficile, même s'il nomme un président délégué ou tout ce que vous voulez. Bon, c'est un mode de fonctionnement auquel on n'est pas du tout habitué à l'OL, avec un Jean-Michel Aulas extrêmement présent. Alors certains disent trop. Bon, moi je trouve pas. Je trouve au contraire que c'est très bien qu'un président soit proche de l'équipe et ressente même, d'ailleurs on a bien senti Jean-Michel Aulas quand l'équipe n'allait pas, et notamment cette saison avec toutes les galères qu'on a connues, que Jean-Michel Aulas il souffrait personnellement de ce qui se passait. Donc moi je suis un peu perplexe par rapport à ce mode de fonctionnement. Alors après peut-être que ça va mieux marcher, mais regardez un petit peu ce qui s'est passé à Marseille avec un McCourt qui était aux États-Unis, un Jacques-Henri Hérault qui était là et qui était totalement à côté de la plaque, mais voyez le feu que ça a pris, tout simplement parce que finalement il y avait personne pour surveiller et recadrer ce qui devait être recadré, et on se doute bien qu'un Jacques-Henri Hérault n'aurait pas pu prospérer à Lyon parce qu'il se serait fait rapidement remettre en place
par Jean-Michel Aulas. Donc là, c'est un petit peu, c'est un petit peu flou. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit le président de Molenbeek sur son fonctionnement avec John Textor. Donc Thierry Dailly, qui est donc président de Molenbeek, explique que même à 9000 km, il participe à la vie du club, il s'intéresse à tout, est à l'écoute et déjà proche des supporters. Lors des négociations, on a très peu parlé d'argent, mais beaucoup de vision globale, il laisse travailler les gens en place. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que on discute depuis 3 ou 4 mois avec John Textor sur le projet Lyon. Donc c'est intéressant de voir que le président de Molenbeek connaissait déjà depuis 3-4 mois la volonté de Textor de s'impliquer dans l'Olympique Lyonnais. Bon, ça correspond un petit peu au moment où on a appris que IDG et Pathé voulaient quitter le capital de l'OL. Ce qui intrigue concernant John Textor, c'est qu'il a commencé à s'investir énormément dans le football il y a moins d'1 an. Et depuis 1 an, il n'arrête pas. Donc là, il a investi plus de 100 millions d'euros. 86 millions de livres, ça fait plus de 100 millions d'euros pour 40% des parts de Crystal Palace. Ce qui d'ailleurs est un très bon prix. Parce qu'un club de première ligue, 40%, 100 millions, ça veut dire que le club serait valorisé à 250 millions. Je pense qu'un club de première ligue aujourd'hui, même Crystal Palace, qui n'est pas un grand club de première ligue, acquérir les parts donc pour à peu près 100 millions, je trouve que c'est une formidable affaire qu'il a réalisée là, parce que s'il les garde suffisamment longtemps, il peut doubler, tripler, voire quadrupler sa mise très facilement. Donc ça, c'était en août 2021. En janvier, il le prend 90% de Botafogo, donc là, il est vraiment dans l'action à Botafogo. Il va même très souvent au stade, etc. Tout le monde le connaît là-bas, tous les médias le connaissent. Donc là, il fait vraiment quelque chose. Ce qui étonne effectivement, c'est Molenbeek, dont il a pris 80%, la même semaine, donc en janvier 2022, que Botafogo. Et là, c'est vrai que ça ressemble à la multipropriété que j'avais évoquée dans ma première vidéo sur John Textor. Donc, si vous voulez bien comprendre de quoi il retourne, je vous invite à aller écouter cette vidéo, qui se décline sur le modèle Red Bull. En gros, on achète des joueurs où on les forme et ensuite on espère faire des plus-values en les vendant sur des plus gros marchés. Donc, faut bien reconnaître que un club à Molenbeek, un Botafogo et l'Olympique Lyonnais, ça ressemble quand même à cette stratégie multiclub. Lui, il a démenti formellement, mais quand même, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que si à terme, il ne garde pas uniquement l'OL et Crystal Palace, mais là vraiment pour des raisons totalement d'investissement, que je comprends tout à fait. Donc s'il garde Molenbeek et Botafogo et l'OL, je ne comprendrais pas qu'il fasse une autre stratégie que cela. Mais peut-être que je ne comprends pas bien le projet exact de Monsieur Textor. Donc la vision, je dirais, optimiste de l'investissement de Monsieur Textor, c'est la philanthropie. Je veux aider la jeunesse, je veux faire plaisir aux fans, si je peux, j'investis mon argent pour apporter du bonheur. C'est en gros ce qu'il dit, je l'invente pas. Il dit, je crois, il faut rêver les yeux ouverts. Enfin bon, un truc un peu étrange dans le monde du business. Et la version pessimiste, c'est effectivement de mettre en place un réseau multiclub comme le Red Bull, mais je vous invite à aller écouter ma vidéo sur le sujet. Alors il y a un sujet quand même qui n'est pas neutre, c'est ce qu'on appelle l'intégrité des compétitions, parce qu'en fait, il n'est pas totalement fou d'imaginer qu'un jour, Crystal Palace et l'Olympique Lyonnais, alors Molenbeek non, ça paraît difficile, mais pourquoi pas, se retrouvent dans la même compétition, par exemple l'Europa League ou la Conference League. En effet, si on regarde bien le résultat, le classement de la Première Ligue 2021-2022, on se rend compte que Crystal Palace donc a fini 12e avec 48 points, mais ça ne les met qu'à, on va dire, 8 points, parce qu'ils avaient fait un début de saison pas terrible, mais ça les met à 8 points de la Conference League. Ça les met aussi pas extrêmement loin, bon à 10 points, c'est quand même pas mal, mais je veux dire de l'Europa League, et on peut très bien imaginer que les deux équipes puissent se retrouver donc en Europa League
Et là, vous allez voir que ça peut générer quand même une situation extrêmement embarrassante. En effet, l'article 5 des règlements de l'UEFA précise vraiment sans ambiguïté que pour assurer l'intégrité des compétitions interclubs de l'UEFA, donc Champions League, Europa League, Conference League, les critères suivants s'appliquent. Aucun club participant à une compétition interclub ne peut directement ou indirectement détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclub de l'UEFA. Donc là, vous voyez que c'est quand même un souci. Et d'ailleurs, cette situation s'est produite en 2018 où vous aviez le RB Leipzig qui a joué le RB Salzbourg. Et l'UEFA avait fermé les yeux, mais à cette époque-là, les règles étaient un petit peu moins claires. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu embêtant. Alors, ils s'en étaient sortis en disant que Red Bull à Salzbourg n'avait plus de rôle de direction, mais qu'ils étaient juste sponsors, etc. Mais enfin bon, pour l'intégrité de la compétition, c'est quand même un vrai souci, puisqu'effectivement, un propriétaire qui serait associé dans 2 clubs pourrait en gros choisir celui qui va passer au tour suivant. Donc ça, c'est quand même un souci. C'est pour ça que moi, je souhaite qu'à terme, Monsieur Textor devienne uniquement associé à l'Olympique Lyonnais. Cette vision de multipropriété, moi, ne me plaît pas, à la fois pour l'équité et surtout parce que je ne comprends pas bien quel est le projet de ce monsieur, si ce n'est pas de faire du trading à terme, et notamment de profiter de la qualité de la formation lyonnaise. Donc là, il y a quand même un loup, si on peut dire. Ça, c'est la vision très pessimiste, enfin en tout cas pessimiste, mais je trouve quand même qu'il y a un vrai souci de ce côté-là. Dernier souci, mais malheureusement je crois que ce souci on va devoir vivre avec, c'est la fameuse ADN lyonnaise. Alors Monsieur Textor devient propriétaire de l'Olympique Lyonnais, mais il faut savoir que encore il y a quelques semaines il souhaitait acquérir Porto. Donc vous voyez, je veux dire, il est là non pas par amour absolu de l'Olympique Lyonnais, mais plutôt comme une opportunité d'investissement. Donc évidemment, quand on passe d'un Jean-Michel Aulas, qui lui était vraiment le sang lyonnais coule dans ses veines, là on a un gars qui va être à 10 000 ou 15 000 kilomètres d'ici. L'OL, est-ce qu'il savait même ce que c'était il y a encore 6 mois, je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a quand même... bon voilà, moi je trouve qu'il y a un truc qui est un peu déplaisant. Alors peut-être va-t-il nommer un président du CRU, c'est possible. On a souvent parlé de Tony Parker comme président de l'OL. Alors Tony Parker se disperse énormément entre le basket, les courses hippiques, etc., etc. Honnêtement, moi personnellement, je ne serais pas opposé à ce que Tony Parker soit président exécutif de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que ce soit pas lui qui prenne les grandes décisions, elles reviendront à Monsieur Textor, qu'il y ait un directeur sportif, mais que Tony Parker soit là vraiment pour impulser quelque chose. Parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est un winner, qui n'accepte pas la défaite. Il faut quand même comprendre son parcours extraordinaire. Le gars est quand même a fini meilleur joueur des finales NBA. Il a gagné, je crois, 4 titres NBA, un titre de champion d'Europe avec l'équipe de France. Donc vraiment, autant je suis pas fan de sa personnalité, puisque moi je suis un grand fan de basket et j'ai jamais été un grand fan de Tony Parker. Mais par contre, en termes de détermination, faut voir ce qu'il fait avec l'Asvel. Alors certes, en laissant un petit peu les choses de côté, c'est-à-dire quitter Villeurbanne, laisser les couleurs historiques du club, etc., pour accueillir un nouveau sponsor. Donc ça, c'est des choses effectivement qui ne me plaisent pas, mais à mon avis qui ne pourrait pas faire avec l'OL. Mais par contre, en termes de détermination, en termes aussi de capacité de faire venir des investisseurs, parce que Tony Parker, c'est quelqu'un qui est mondialement connu. Donc je trouve que ça aurait un cachet que Monsieur Textor soit le grand financier de l'Olympique Lyonnais, que Tony Parker soit le président du club, qu'il nomme un directeur sportif, alors qu'il pourrait tout à fait être Bruno Chéroux, et donc la partie, on va dire, administrative restant à Monsieur Ponceau. Là, c'est vrai que finalement, certes, les sous, l'argent a une origine différente, mais on reste exactement avec le même organigramme. Donc un organigramme qui échoue depuis des années et qui finalement est reparti pour 3 ans de plus, ça c'est quand même, je trouve, assez décevant. Alors, dernier sujet sur lequel je me pose des questions, c'est sur la fameuse augmentation de capital de 86 millions d'euros, donc qui a été actée
et qui sera soumis au vote le 27 juillet 2022. Donc 86 millions d'euros. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, qui n'a pas été évoqué, et je m'étonne qu'aucun journaliste n'ait posé la question, parce que l'augmentation de capital était connue avant la conférence de presse, donc on aurait pu réfléchir à la question. Faut savoir que ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces 86 millions sont faits, je dirais, en totale déconnexion d'une autre somme très avoisinante, qui est la somme de 90 millions. Peut-être avez-vous suivi l'affaire en ce début d'année. Donc là, on a un article de Capital, vous voyez, qui date de mars 2022. La Ligue 1 a créé une société commerciale et elle a cédé 13,04% de cette société commerciale à un fonds d'investissement CVC. Et contre ces 13%, le fonds CVC a dû verser plus d'1 milliard, enfin 1,5 milliard au club donc à la Ligue 1, et ce 1,5 milliard est reversé au club de Ligue 1. Donc on voit que le Paris Saint-Germain va récupérer 200 millions, ce qui n'est pas rien. Et l'Olympique Lyonnais ici, l'Olympique de Marseille, Nice, Lille, Rennes et Monaco font partie d'un deuxième groupe, et l'OL, lui, avec la plus forte notoriété, va toucher 10 millions de plus, soit 90 millions d'euros. Donc d'ici 2024, je suis pas allé plus loin dans l'article, mais j'avais lu ça ailleurs, donc l'OL va toucher 90 millions d'euros, qui est une partie de la répartition du 1,5 milliard versé par CVC. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que John Textor, il apporte 86 millions, dont une partie, il a été dit qu'elle serait versée pour le mercato. Donc est-ce qu'il verse 86 millions en sachant que l'OL va récupérer 90 millions, ou est-ce qu'il verse 86 millions en augmentation de capital et en investissement dans les transferts, et que les 90 millions viendront abonder la richesse du club et non pas rembourser, entre guillemets, Monsieur Textor de cette augmentation de capital. C'est très important, parce que d'un côté, on aurait un investissement de Monsieur Textor de 86 millions plus les 90 millions de CVC, et dans l'autre cas, on aurait une augmentation de capital immédiate de 86 millions, mais remboursée par les 90 millions, donc un delta de seulement 4 millions. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal. Ça permet de se payer Johan Le Penant. Donc ça n'a pas du tout été précisé. Et moi, je pense que c'est une question quand même qui est très importante. Parce que 90 millions plus 86 millions, c'est pas pareil que 90 millions moins 86 millions. Donc cette question n'a pas été réglée, et je pense quand même qu'elle est importante. Voilà, alors je sais pas si on aura des précisions sur tous ces questionnements. Ma conclusion, c'est que je pense que le choix de Monsieur Textor sur le plan financier est un excellent choix, et c'est le meilleur choix. L'offre de Iconic Sport était bien inférieure. Foster Gillett, lui, est un guignol qui voulait payer alors plus que Monsieur Textor, mais avec de la monnaie de singe, c'est-à-dire des crypto-monnaies. Et les autres, soi-disant, offres américaines, visiblement personne n'en a parlé, donc elles devaient être un petit peu grotesques. Donc voilà, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.